scientifiques et les organisateurs de m'avoir confié ce sujet. Les liens d'intérêt. Alors, en 2020, 18 94 716 personnes ont présenté un cancer. La majorité a été traitée par biothérapie ou chimiothérapie. Et de fait, la problématique de la survenue d'une neuropathie chez un patient suivi pour un cancer est un problème fréquent et dont les causes multiples requièrent une analyse bien précise. Donc, ça peut être soit une neuropathie incidentale liée au terrain, et il s'agit le plus souvent d'un diabète, d'un éthylisme ou d'une carence vitaminique, mais les antécédents familiaux ne sont pas à négliger, ou bien une neuropathie qui est liée au cancer, comme l'a montré le docteur Viala avec une infiltration des cellules malignes, une compression, ou une activité satellite de la tumeur ou ligée circulante, donc un paraène, canomade, le PUMS, les antimag, les dépôts amyloïdiens, les PIDC, les vascularites. Et on définira la neuropathie comme iatrogène de façon certaine en fonction de la concordance et de la compatibilité de la molécule incriminée, du mode d'administration, de la dose cumulée et du profil électroclinique. Cette analyse précise permettra un traitement adapté, donc elle est fondamentale. Effectivement, si la neuropathie est incidentale, ce sera soit pas de traitement, soit un ajustement du traitement du diabète ou des vitamines. Si la neuropathie est plutôt de mécanisme dysimmune, ce sera un traitement immunomodulateur, immunosuppresseur, avec souvent une intensification du traitement de la tumeur. Si la neuropathie est liée à une infiltration tumorale, une amylose, un PUMS, le traitement repose sur celui de la tumeur. Et inversement, en cas de neuropathie iatrogène, c'est tout au contraire la diminution ou l'arrêt de la chimiothérapie et de l'immunothérapie. Alors, un mot rapide avant de commencer sur les CAR-T-cells dont nous avons l'expérience depuis 2017. Donc, ce sont des lymphocytes T autologues prélevés sur le patient, puis modifiés génétiquement dans un laboratoire, puis amplifiés dans ce même laboratoire pour cibler le clone tumoral du patient, puis ensuite réinjectés aux patients, en général un mois plus tard. S'ils induisent une toxicité centrale majeure, les complications périphériques sont rarissimes et incertaines. Donc, à travers cet exposé, nous suivrons les cas de 3 patients, suivis respectivement pour un lymphome, un myélome et un mélanome. Donc, commençons par le premier patient qui est paysagiste, il a 34 ans et il est suivi depuis 2017 pour un lymphome hodgkinien, traité par BICOP, puis ABVD, puis brintuximab. Après 12 cures, il rapporte des douleurs et des troubles sensitifs quadridistaux associés à un déficit modéré des releveurs des 2 pieds, mais il poursuit tout de même son traitement jusqu'à la 16e cure. Puis, il présente une récupération progressive, puisque 1 an plus tard, il peut marcher sans orthèse pendant une vingtaine de minutes. Il n'a plus qu'une hypoesthésie des 2 pieds, sans traitement contre les douleurs neuropathiques. Donc, si on s'intéresse à l'électromyogramme de ce patient, donc sur les électromyogrammes que je vous présenterai, les motrices sont en blanc, les sensitives sont en rosé et sont présentées pour chaque nerf les amplitudes et les vitesses. Donc, sur ce patient-là, on retient donc une neuropathie sensitive aux motrices, axonomyélynique, qui ne remplit pas les critères EFNS 2021 de démyelisation. Et en fait, donc, le traitement est arrêté en août 2020, premier EMG sous vos yeux. Deuxième EMG 3 mois plus tard qui commence à s'améliorer et finalement on observe qu'1 an plus tard, le patient a récupéré à l'exception des fibulaires communs. Donc le brintuximab est un anticorps conjugué formé d'un anti-CD30 lié à un agent bloquant la polymérisation des microtubules, le monométhyloristatine E, lui-même formant avec sa liaison covalente la védotine. Donc, le brintuximab est indiqué pour les lymphomes anaplasiques et les lymphomes de Hodgkin. Il induit une mort cellulaire apoptotique sélective des cellules qui expriment le CD30. Le délai de survenue moyen est de l'ordre de 13 semaines et 3/4 des patients récupèrent finalement assez bien. C'est une complication majeure du brintuximab. C'est la première complication du brintuximab. Dans les études sur le lymphome, c'est la première cause d'arrêt du traitement ou de réduction de dose. Et c'est une morbidité importante puisque 13% des patients dans les études ont une neuropathie de grade 3, ce qui veut dire un handicap significatif dans les actes de la vie quotidienne et ce qui est à mettre en perspective chez des jeunes patients suivis pour un lymphome de Hodgkin dont la durée de vie est longue, bien évidemment. Donc cette neuropathie liée au brintuximab, la neuropathie la plus fréquente du brintuximab, est une neuropathie qui est sensitive ou à prédominance sensitive, qui est dose dépendante, qui est ataxiante pour 70% des cas, qui est douloureuse
la plupart du temps, avec une note motrice distale modérée, comme chez notre patient. La formule électrophysiologique est le plus souvent axonale, mais elle peut être axonomyélinique dans 40% des cas, également comme l'EMG que je vous ai présenté. La neuropathie est liée au blocage de la polymérisation de la tubuline par le monométhyluristatine E, qui, comme vous pouvez le voir sur les diapos, perturbe le fluido mitotique par rapport au contrôle. Donc ça entraîne un arrêt du transport axonal et la mort du nerf. Au second plan, on peut décrire aussi une toxicité mitochondriale responsable d'un effet costing qui signifie l'aggravation de la neuropathie malgré l'arrêt du traitement. Donc pour mémoire, dans notre pratique clinique, nous observons le même profil de neurotoxicité pour les autres molécules conjuguées qui sont associées à la védotine, que sont le polatuzumab et le telizotuzumab. Alors, comme l'a montré le docteur Viala, certains patients présentent une polyradiculonévrite aiguë, dont le début est un peu plus précoce que celle de la neuropathie classique attendue par toxicité sur les microtubules. Avec les drapeaux rouges suivants, donc pour ces patients, la réflexie diffuse, l'atteinte des grosses fibres myélinisées au premier plan entraînant ataxie et déficit moteur, et le caractère très myélinique de la neuropathie qui remplit les critères EFNS 2021 de démyélinisation. Le second patient est un ancien chef d'entreprise à la retraite, adepte de la voile, suivi pour un myélome multiple en février 2021, qui est en rémission complète après 3 cures de bortezomib, lénalidomide et dexaméthasone. Et donc 2 semaines après la fin du traitement, et en 3 jours, il présente des douleurs comparées à des contractures de la loge postérieure des 2 membres inférieurs, une allodynie et des paresthésies en chaussettes et les testicules, ce qui nous vaut la photo d'ici, et un déficit moteur proximal et distal des 2 membres inférieurs et ulnaire gauche. La réflexie est diffuse, il présente une ataxie proprioceptive et des membres supérieurs. Donc le LCR retrouve une discrète élévation de la protéine Orashi, mais le reste du bilan est parfaitement normal. Donc voici son premier électromyogramme. Donc vous verrez qu'on remplit les critères EFNS 2021 de démyélinisation assez franchement, avec des blocs de conduction, un ralentissement des vitesses de conduction motrice inférieure à 30% de la limite inférieure de la normale, une altération des ondes F, une inversion du rapport médio-sural et un ralentissement des sensitives. Donc ce patient, on peut dire qu'il présente une neuropathie myélinique, inhomogène, sensitivo-motrice, non longueur dépendante. Donc, sur le plan tumoral, il est traité par lénalidomide et daratumumab en attente d'une greffe. Le bortezomib a été interrompu, mais il l'était déjà avant la survenue de la neuropathie. Et nous lui proposons un traitement immunodulateur par IGIV que le patient finalement refuse parce qu'il souhaite à tout prix rejoindre la Côte d'Azur. On est au mois de juin. Donc on le revoit au mois de septembre, après les congés. Et finalement, il présente une aggravation majeure avec des douleurs neuropathiques terribles sur le tronc, associé à une allodynie au premier plan qui l'empêche de mettre la ceinture de sécurité. Il présente également un déficit ulnaire bilatéral extrêmement marqué qui le gêne dans les activités de la vie quotidienne. Donc on recontrôle l'électromyogramme. Donc là, je vous ai mis d'abord le premier électromyogramme de façon un peu plus synthétique. On voit qu'il y avait des blocs à plusieurs endroits. Donc 3 mois plus tard, sans traitement, on arrive en septembre, une nette aggravation. En rouge, vous verrez, l'ensemble des blocs initiaux ayant dégénéré et s'associant à un nouveau bloc de conduction sur le médian, avec une réduction du coût de l'amplitude des réponses sensitives et motrices. Donc le patient accepte 2 cures d'immunoglobuline, ce qui, après contrôle en janvier 2022, puis tout récent en mars 2022, nous permet de montrer la stabilisation et l'amélioration progressive de la neuropathie. Lui, il va beaucoup mieux cliniquement. On était heureux de voir que le bloc médian gauche n'avait pas dégénéré comme les autres blocs précédemment et les paramètres s'améliorent doucement. Alors, si le bortezomib est une molécule relativement ancienne, la fréquence importante des neuropathies et l'occurrence parfois de mécanismes d'ISIMA comme chez ce patient mérite notre attention. Donc, le bortezomib est un inhibiteur du protéasome qui induit dans 20 à 60% des cas une neuropathie multifactorielle qui est sous-tendue par une toxicité sur le neurone sensitif, sur la cellule de Schwann, sur les astrocytes et sur le nerf. Et il s'y associe aussi un environnement pro-inflammatoire médié par l'activation des voies TNF-alpha et NF-kappa B.
Donc la neuropathie est à prédominance sensitive, elle est douloureuse, elle est ataxiante, c'est la neuropathie classique, longueur dépendante. Sa fréquence est un peu plus élevée si le traitement est par voie intraveineuse que par voie sous-cutanée. Il peut s'y associer une dysautonomie et un effet costing. Et la formule est axonale, mais parfois aussi axonomyélynique. On voit que c'est assez logique vu la toxicité sur les cellules de cheval. Néanmoins, similairement à notre patient et aux patients présentés par le Dr Viala, de rares cas de polyradiculonévrite favorisés par le bortezomib sont décrits, suggérant un mécanisme en partie d'isymin, en sus de la toxicité induite par l'inhibition du protéasome. Donc, ces patients se présentent avec une neuropathie myélynique et une souffrance des grosses fibres myélinisées motrices et sensitives, éventuellement associées à des critères additionnels de PRN, tels que la dissociation albuminocytologique ou la prise de contraste des racines. Et ils peuvent présenter une bonne réponse au traitement immunomodulateur. La dernière patiente que nous allons étudier a 60 ans, elle est secrétaire médicale et elle est suivie pour un mélanome de la plante du pied, malheureusement métastatique, qui conduit à un traitement par ipilimumab et nivolumab en première ligne dans le cas d'un essai thérapeutique. Donc 48 heures après la troisième cure, elle présente des douleurs du rachis et des membres très sévères en étau, une hypoesthésie en chaussettes, puis une ataxie. S'ensuit un déficit moteur proximo-distal des membres inférieurs. Cliniquement, on retient une aréflexie rotulienne gauche, une hypopalesthésie des chevilles, l'ataxie. Il n'y a pas de déficit, pas d'atteinte respiratoire, pas d'atteinte faciale, pas de dysautonomie. L'électromyogramme est pratiqué à J12, les vitesses de conduction motrice et sensitive sont normales, mais on retient une perte en unité motrice dans les muscles déficitaires qui sont fatigables, sans activité spontanée. La protéine rachis est franchement majorée, les blancs sont à la limite supérieure de la normale, il n'y a pas d'inflammation du LCR. Il s'y associe une hépatite, on retrouve également des antigangliosides IgM, GM1 et GD1B. Et devant la sévérité, en fait c'est un grade 3 car l'ataxie est prononcée, les checkpoints sont interrompus et un traitement par immunoglobine est débuté avec une excellente efficacité puisque la patiente récupère tout à fait et les conductions motrices et sensitives restent toujours normales sur les suivis. Donc 9 mois plus tard, donc malheureusement le cancer récidive et on décide de reprendre le pembrolizumab sous surveillance rapprochée, qui finalement n'induit pas de nouvel événement neurologique, mais une colite peu sévère. Et malheureusement, la patiente décède 6 mois plus tard en raison d'une progression tumorale. Donc, les checkpoint inhibiteurs inhibent les lymphocytes T régulateurs ou Treg et les signaux tumoraux empêchant l'activation des lymphocytes T. Cela conduit donc à une prolifération et à une activation non spécifique des lymphocytes T et un environnement pro-inflammatoire qui peut détruire la tumeur, mais aussi entraîner des réactions dysimmunes avec une rupture de tolérance. Donc, les checkpoint inhibiteurs comprennent les anti-PD1, les anti-PDL1, les anti-CTLA4, et puis de nouveaux checkpoints sont en cours de développement et viendront dans les années à venir, tels que les anti-TIGIT, les anti-LAC3 et les anti-IGIT1. Donc, la survenue d'une neuropathie sous checkpoint inhibiteur reste rare, inférieure à 0,5% des patients pour les grades supérieurs à 2, qui sont les grades les plus significatifs qui nécessitent l'interruption du traitement, et de l'ordre de 1 à 2% tout grade confondu. Donc cette fréquence est vraiment à mettre en balance avec la fréquence très importante des neuropathies sous les molécules qu'on a vues auparavant. Les polyradiculonévrites sous checkpoint surviennent précocement, donc typiquement dans les 6 premiers mois. Néanmoins, des occurrences tardives sont toutefois possibles, au-delà de 1 an, mais doivent faire remettre en question le diagnostic de neuropathie associé au checkpoint. Donc vous voyez là sur le graphe que à peu près à 90 jours, à peu près 75% des cas sont survenus. Donc, les atteintes du nerf reliées au checkpoint sont avant tout des polyradiculonévrites qui se présentent, semble-t-il, de façon paradoxale. Parce que dans notre expérience clinique, si leur installation est rapide, comme on l'a vu chez cette patiente, ça s'installe en quelques jours, elles ont plutôt les caractéristiques d'une polyradiculonévrite chronique. En témoigne la rareté de la dysautonomie, la rareté de l'atteinte respiratoire et puis la corticosensibilité.
Cela reste une polyradiculonévrite, donc avec une atteinte des filles myélinisées, sensitive et motrice, proximo-distale, associée à une aryflexie. Cette atteinte est progressive, symétrique, elle peut impliquer les nerfs crâniens, et des formes atypiques sont possibles, bien sûr, asymétriques, distales, motrices, sensitives, focales. La plupart des patients présentant une polyradiculonévrite reliée au checkpoint remplissent les critères de démyélinisation, donc comme pour ce patient où les ondes F étaient absentes, où on avait noté une augmentation des latences distales motrices pour un nerf, une diminution des vitesses de conduction motrice, et puis il y avait également une inversion du rapport médius-sural. Donc si la plupart des atteintes du nerf liées au checkpoint se manifestent sous la forme d'une polyradiculonévrite, on peut également rencontrer des multinévrites, des mononévrites, donc surtout sous la forme d'une atteinte d'un nerf crânien avec au premier plan le 7, le 8, le nerf optique, des Parsonage Turner, des Amann, des neuropathies des petites fibres, des neuronopathies sensitives. Alors ça, c'est spécialement décrit dans le cas des tumeurs neuroendocrines. Et dans ce cas-là, donc par exemple pour les cancers du poumon à petites cellules, c'est les grands pourvoyeurs, dans ce cas-là, on note des anticorps antineuronaux, des vascularites et puis des neuropathies axonales ou sensitives qui peuvent être douloureuses. La règle est la corticosensibilité et encore une fois, je vous le répète, l'installation assez précoce, typiquement dans les 3-4 mois avant les 6 premiers mois. Donc face à ces neuropathies, il faut d'abord affirmer la neuropathie et son caractère dyshymin. Donc on fait toujours très attention au délai de survenue. Ensuite, on va rechercher une dissociation albuminocytologique qui est fréquente dans 60 à 100% des cas, qui peut être associée à une méningite lymphocytaire. Les anticorps antineuronaux sont rarement positifs, sauf en cas de tumeurs neuroendocrines sous-jacentes. Et on retrouve alors des CRMP5, des ANA1, des PCA2, des LGI1. Les antigangliosides sont également rares et dans les cas où ils sont présents, c'est surtout des IgM. Donc encore une fois, comme dans les polyradiculonévrites chroniques. Et l'inflammation du LCR est rare. Le deuxième point de la démarche diagnostique face à ces neuropathies est d'affirmer l'absence de diagnostic différentiel, qui est avant tout celui d'une radiculite carcinomateuse, à moindre degré infectieuse. Et le troisième point de cette démarche diagnostique est de rechercher les autres atteintes des checkpoints dysimmunes, parce qu'elles sont souvent présentes dans plus de la moitié des cas chez ces patients. Donc il peut s'agir soit d'un overlap neurologique, comme vous le voyez sur le premier graphe, où on voit qu'il y a un overlap entre les Guillain-Barré, les méningites, les encéphalites, et puis ce qu'on appelait autrefois les myasthénies, mais qui comprend certainement beaucoup de myosites. Et puis, il peut également y avoir un overlap avec les atteintes extra-neurologiques qu'il ne faut surtout pas méconnaître, et qui sont au premier plan les atteintes du foie, les atteintes du système digestif, les atteintes endocriniennes et de la peau. Les études sur biopsie retrouvent surtout un infiltrat lymphocytaire T, donc selon le site des biopsies, soit du nerf, soit des racines, soit même il a été retrouvé sur le neurone sensitif. Dans la pratique, un re-challenge est possible sous surveillance clinique et électromyographique rapprochée, donc c'est le cas de la patiente que je vous ai montré. On retrouve les mêmes données dans la littérature, la liste des séries listées n'est pas exhaustive. La plupart des cas, c'est un re-challenge par des anti-PD1 chez un patient qui a été traité par anti-CTLA4 ou l'association PD1-CTLA4. Dans la majorité des cas, ça se passe bien. Dans 10 à 30% à peu près des cas, on peut avoir une récidive dysimmune qui est le plus souvent extra-neurologique. Je n'ai pas en tête de récidive de polyradiculonévrite. Et voilà, des fois, ça permet de recontrôler à nouveau le cancer, ce qui est quand même le point le plus important. Donc voici les guidelines de la Société d'oncologie européenne que nous appliquons. Donc les pierres d'angle du traitement sont d'ajuster le traitement en fonction de la gravité de la maladie. Cette gravité est vraiment importante à déterminer. Donc on la détermine avec les grades CT-CAE, c'est-à-dire qu'un grade 1, ça va être des symptômes qui n'interfèrent pas avec la fonction. Donc ça peut être une aryflexie, ça peut être des paresthésies minimes par exemple, ça c'est un grade 1. Et bien dans ces cas-là, on va plutôt poursuivre le traitement parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que l'arrêt de l'immunothérapie entraîne souvent un échappement tumoral et grève le pronostic vital du patient. Donc c'est vraiment à mettre en balance. Dans le cadre d'un grade 2, par exemple, donc c'est le cas d'une perte de fonction mais qui n'altère pas l'autonomie du patient, donc c'est un déficit modéré des releveurs,
des paresthésies sévères, une ataxie modérée par exemple, on peut faire une fenêtre thérapeutique sous couvert de corticoïdes, donc 0,5 mg kilo par jour à 1 mg kilo par jour, qu'on garde pendant 1 à 2 mois, et puis une réévaluation. Par contre, en cas de grade 3 et 4, donc c'est si on a une atteinte qui va mettre en jeu l'autonomie du patient, donc une ataxie sévère, un déficit moteur sévère, par exemple, ou alors nécessité d'hospitalisation. Et bien dans ces cas-là, il faut interrompre les checkpoint inhibiteurs, bien sûr. On commence par un traitement par prednisolone, 1 à 2 mg kg par jour, donc soit péros, soit en fonction de la gravité par voie orale, par voie intraveineuse, pardon. Et dans ces cas-là, on peut aussi faire des bolus. En pratique, des fois, on fait des bolus de 250 à 500 mg par jour pendant 3 jours, de façon aussi un peu empirique. En fonction de la gravité, on peut également adjoindre des immunoglobulines. Schéma classique, 2 grammes par kilo sur 5 jours. Et puis, donc les corticoïdes seront réduits en 1 à 2 mois, en fonction de la gravité. En cas de récidive, lors de la décroissance des corticoïdes, on remonte les corticoïdes. On peut adjoindre des immunoglobulines en fonction de la gravité. Et puis, on les laissera alors de façon prolongée, en général 6 mois, avec éventuellement un immunosuppresseur pour une épargne cortisonnée. Et en cas d'atteinte réfractaire, on peut proposer des échanges plasmatiques, de l'infliximab, du tocilizumab, de l'abatacept. Il y a plusieurs solutions. Ok. Et donc pour conclure, la majorité des neuropathies iatrogènes sont secondaires à une toxicité directe de la chimiothérapie pulmonaire, avec un effet dose dépendant, donc qui est variable selon les susceptibilités génétiques individuelles, l'association à d'autres traitements neurotoxiques, l'état initial des nerfs. On retrouve donc dans ces cas-là une neuropathie qui est axonale, longueur dépendante, à prédominance sensitive ou symétrique, qui peut parfois être axonomyélynique, qui est souvent réversible, au moins partiellement, et qui peut comporter un effet costing. Et ça, c'est vraiment le cas le plus fréquent qu'il faut bien avoir en tête. Donc ça peut être médié soit par des agents qui bloquent les microtubules, soit par des agents qui inhibent le protéasome, c'est avant tout le bortezomib, soit par le thalidomide et son mécanisme un peu particulier, immunomodulateur, anti-inflammatoire et anti-angiogénique, soit par les sels de platine. Dans les bloqueurs des microtubules, tous les agents qui contiennent de la védotine, dont le brintuximab, sont au premier plan, mais également les taxanes et les 20K-alcaloïdes, même s'ils ont des mécanismes un peu plus complexes, avec aussi un stress mitochondrial. Et puis pour le cancer du sein, l'ixabépilone et l'éribulline. Ça, c'est les molécules les plus fréquentes. Mais en fait, et ma conclusion rejoint largement celle du docteur Viala, il existe des toxicités des immunes dans lesquelles la chimiothérapie a probablement un rôle de trigger, d'où la nécessité d'un diagnostic précis électromyographique pour dépister les atypies par rapport aux neuropathies attendues dans la toxicité directe et d'essayer de déterminer des drapeaux rouges. Et voilà, on se rejoint vraiment, je pense, toutes les deux. Il me semble que les drapeaux rouges les plus importants sont le délai d'installation, qui est souvent le plus précoce dans les formes des immunes, dans les 3 à 6 mois, la clinique et l'électromyographie en faveur d'une polyradiculonérite, donc ça veut dire une aréflexie diffuse, ça veut dire une ataxie importante, ça veut dire une atteinte motrice au premier plan. Et donc pour ces patients, ça vaut le coup de proposer un traitement immunomodulateur. Et pour les molécules concernées, à titre personnel, je retiens surtout les checkpoint inhibiteurs, le brintuximab et dérivés de la védotine. Pour le mélanome, les anti-BRAF, anti-MEC, on avait décrit un cas là-dessus, et puis le bortezomib. Je vous remercie de votre